Bienvenue, merci d'être là ce soir. Je vais essayer ce soir de vous partager le fruit de quelques 25 ans d'expérience, d'expérimentation, de cogitation et surtout d'échange avec les élèves, les enseignants et les parents et les professionnels qui vont autour. Je tente ici devant là une captation de manière à pouvoir vous permettre, si vous le souhaitez, de réentendre par la suite ou de partager avec ceux qui ne peuvent pas être là ce soir ou qui ont d'autres obligations. Bienvenue. Normalement, tout le monde a pu avoir une petite feuille. S'il y en a qui ne l'ont pas, il en reste quelques-unes devant là, je crois. Alors, bienvenue. On va essayer ce soir d'explorer un petit peu ce que c'est que notre génération, notre fameuse génération Y, et même on va parler de la génération Z ce soir, ce qui est à peu près la même approche que la génération Y en version hyper connectée. On va essayer de décrypter un peu tout ça. L'objectif est très clair, c'est de permettre d'être plus efficient, plus efficace, plus confortable dans son travail. Et surtout de permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même et d'avoir les meilleurs résultats. On va pour ça essayer d'explorer un petit peu, notamment ce que les neurosciences nous ont permis de découvrir. Les neurosciences qui sont une science assez récente. On va parler de 15-20 ans maximum. C'est l'invention, la fameuse invention de l'IRMF, l'imagerie de la résonance magnétique fonctionnelle, qui a révolutionné complètement, entre autres, la pédagogie, parce que ça a permis de voir ce qui se passe dans le cerveau sans être obligé de trépaner la personne. Les gens avaient une fâcheuse tendance, quand on commençait à trifouiller dans leur cerveau, à mourir, ce qui était assez désagréable pour étudier le fonctionnement du cerveau. Avec l'IRMF, on peut enfin découvrir ce qui se passe dans le cerveau sans forcément être obligé de tuer la personne, ce qui est assez sympathique dans l'idée. Alors, mon objectif, il est assez clair, et si je devais le dire comme ça, je dirais que nos élèves, vos enfants, tant qu'ils étaient petits, et si je demande aux mamans parmi vous, elles me diront que c'était il n'y a pas longtemps, ils avaient autour d'eux des adultes qui étaient là pour fixer le cadre, pour leur dire ce qu'il fallait faire. Mouche ton nez, dis bonjour à la dame, tiens-toi droit, apprends tes leçons, fais tes devoirs, coiffe tes cheveux, t'habille pas comme ci, parle pas comme ça, apprends ci, apprends ça. Enfin, on leur a dit tout ce qu'il fallait faire pour devenir grand. Et globalement, en tout cas des élèves que j'ai vus cette semaine, ça a plutôt bien marché. Pour la plupart, ils sont devenus plutôt grands. Sauf que ils arrivent à un âge où pour la plupart, ils aspirent à autre chose. Ils en ont marre et ils ne sont pas du tout intéressés à ce que ce soit les adultes qui leur disent ce qu'ils doivent faire, à ce qu'on leur impose au quotidien ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Ils voudraient bien être le pilote de leur propre avion, choisir où ils vont et comment ils y vont. Ils voudraient passer à l'étape d'après où c'est moi qui choisis ma vie, parce qu'après tout c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, et donc si j'ai envie d'aller par là et de passer par-ci, je fais ce qui me convient. Et en même temps, on les connaît bien, nos chers petits, et on sait à quel point c'est confortable. C'est confortable d'être dans le cadre. Pourquoi ? Parce que c'est jamais de ma faute. C'est de la faute du prof qui a mal expliqué, c'est de la faute du voisin qui était en train de bavarder, c'est de la faute de papa qui est trop exigeant, de maman qui dit trop comme ça, c'est de la faute du contrôle qui était trop dur, du ballon qui était ovale. Enfin, c'est toujours de la faute des autres et c'est assez confortable. Parce que quand je suis responsable de ma vie, de mes stratégies, de mes réussites, et pour ça, là, on touche le vrai projet de Villapia, c'est qu'à la fin, ce soit leur bac. Et ce ne sera pas le bac des autres.
Et sur le diplôme du bac, il n'y aura même pas le nom du lycée Villapia. Il y aura juste le baccalauréat et le nom de l'élève. Donc l'objectif, c'est que ce soit leur réussite à eux. Mais quand on est responsable de ses réussites, bah parfois on est responsable de ses stratégies, y compris les moins bonnes, et parfois de ses échecs. Et ça, c'est moins confortable. Ça amènera certains parmi eux, et je vais nous mettre dedans, nous les adultes, à rester toute leur vie victimes de leur vie. Et on trouvera des adultes qui, quand ils sont adultes, pensent que leur malheur est grand, mais c'est pas de leur faute. C'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute des impôts, c'est de la faute de la crise du Covid, c'est de la faute des gilets jaunes, c'est de la faute des immigrés, c'est de la faute de... On peut en trouver plein. Et inversement, on trouvera des gens qui pensent que leur bonheur leur appartient et qu'on peut même les confiner chez eux, ils continueront de se donner les moyens d'être heureux. Et que c'est leur vie et que personne d'autre va leur dire ce qu'ils ont à faire. C'est une question d'état d'esprit. Vous avez bien compris que l'enjeu du lycée, il est là. Est-ce que les maths, ça ne me plaît pas? Est-ce que c'est les maths qui sont faites pour me plaire? Ou est-ce que c'est moi qui dois m'intéresser aux maths parce que c'est dans mon projet professionnel? Dans quel sens ça marche? Est-ce que c'est le prof qui est censé être bon pour m'apprendre? Ou est-ce que quel que soit le prof que j'ai en face de moi, de toute manière, je vais me donner les moyens de réussir parce que j'ai besoin de ça pour mon avenir? C'est une question d'état d'esprit et c'est ce que je vous propose d'explorer ce soir. Comment on fait pour construire cet état d'esprit, pour l'entretenir et puis surtout pour le mettre en pratique. Alors pour ça, on va explorer un certain nombre de connaissances qu'aujourd'hui les neurosciences nous apportent. Et on va se baser aussi sur un certain nombre d'expériences, puisque tout ce que je vais vous partager ce soir, il n'y a pas grand-chose qui ne soit pas du vécu, du expérimenté, du testé, et je vous rembourse la soirée si jamais ça ne fonctionne pas. D'accord? Je donne une garantie de résultat sans aucun problème. Alors, on y va. Et la première chose qu'on va essayer de regarder, c'est comment est-ce qu'on a été construit. Et notre génération, je vais parler aux plus anciens d'entre vous. Les générations précédentes, pendant des siècles, ont été construites sur ce qu'on appelle une construction analytique. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin, cette génération-là, d'avoir tous les éléments d'un problème pour pouvoir prendre une décision éclairée. Ils avaient besoin d'analyser, et on faisait à cette époque-là, rappelez-vous, les plus anciens, le travail de synthèse, on faisait ça en terminale et en première, la synthèse, où on avait tout un tas de documents qu'on étalait sur une grande table, et on allait chercher la substantifique moelle de chacun de ces documents pour faire la synthèse de documents, et arriver à en tirer quelque chose. Ce travail d'analyse, voilà, il a construit complètement nos manières de penser et de réfléchir, et il nous a appris voilà, à fonctionner. Et encore aujourd'hui, beaucoup d'adultes, notamment, fonctionnent avec ce mode de fonctionnement où on a besoin voilà, d'avoir tous les éléments d'un problème pour pouvoir en tirer des conclusions. Ce qui n'est pas complètement idiot, mais on va voir que ça ne correspond pas à tout le monde. Alors ça a des avantages très nets, c'est que ça permet notamment d'analyser des systèmes très complexes. On peut comprendre la politique, on peut comprendre la géopolitique, on peut comprendre l'économie, on peut comprendre plein de choses parce que c'est très fin. C'est une analyse qui est très faite. Alors évidemment, c'est une analyse qui prend du temps. Et c'est très long. Voilà, il faut prendre le temps d'analyser, de comprendre, etc. Mais c'est très fin. Et en même temps, ça marche bien avec les systèmes complexes. Et en même temps, ces gens-là, ils sont facilement en difficulté le jour où vous leur mettez un truc comme ça dans la main. Parce que leur première question, c'est « elle est où la notice ?» Ben oui, moi j'ai besoin d'avoir tous les éléments du problème pour pouvoir faire quelque chose. Et ils voudraient avoir compris comment ça marche avant de s'en servir. Ce qui est un peu délicat quand on sait que la notice n'existe pas.
Et je ne parle pas du meuble Ikea, qui, pour cela, va être un truc génial, parce qu'il suffit de prendre la notice et de suivre pas à pas ce qui est marqué, et ça fonctionne. C'est quelque chose qui, pour eux, est assez naturel. Et d'ailleurs, ces gens-là ne voient pas vraiment pourquoi est-ce qu'on ferait autrement, parce que depuis des siècles et des siècles, ça a fonctionné comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change. Ça a amené ces personnes-là à se dire, mais quand on connaît la règle, quand on connaît son cours, après on peut faire ses exercices. C'est normal. Donc d'abord tu apprends ta leçon, et après tu fais ces exercices. Somme toute assez logique. Alors évidemment, ces gens-là ne sont pas tous parfaits, et ils ont besoin, pour être vraiment efficaces, d'apprendre notamment à trier, classer, ordonner, parce que vous avez vu tout à l'heure que tout était un peu sur le même plan. Ces gens-là, dans leur ordinateur, ils ont souvent un problème. Ils ont un grand dossier fourre-tout et ils mettent tout dedans en vrac, parce que tout est à peu près le même niveau. Alors ils s'y retrouvent, hein, mais parfois ça perd du temps. Évidemment, ils ont besoin de se faire confiance, parce qu'avec des appareils comme ça, c'est compliqué. On n'a pas la notice, on ne nous a pas expliqué avant comment il fallait faire, et pourtant il faut le faire. Et ça, pour eux, c'est un vrai problème. Ils n'ont pas tous les éléments du problème, et ils doivent prendre une décision. Évidemment, ils vont apprendre à gagner du temps. Ils vont apprendre à être plus efficaces sur certains trucs, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Dans la vraie vie, voilà, s'il faut commencer à analyser tout à chaque fois, on ne s'en sort plus. Quand ces gens-là ont appris à faire tout ça, alors ils arrivent à s'en sortir dans la vie très bien. Et même dans la vie d'aujourd'hui, ils s'en sortent très bien, aussi bien que les autres. Mais ils ont besoin, voilà, de complémenter leur fonctionnement naturel avec ces aspects-là. Notre génération Y et la génération Z qui suit, la version hyper connectée, ceux qui ont greffé dans le fond de la main un téléphone portable et pour qui voilà, le niveau de batterie est plus important que ce qu'il y a dans le frigo, ils auraient plutôt une construction que je vais qualifier de séquentielle. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à réfléchir comme on ferait dans un ordinateur, avec menu, sous-menu, sous-sous-menu, et à ranger les choses dans des cases, comme ça. Ce qui a un certain nombre d'avantages. Entre autres, le premier avantage, c'est que c'est un système qui est extrêmement rapide. Et ils sont beaucoup plus rapides que leurs anciens pour analyser une situation, pour prendre une décision, etc. Alors évidemment, on n'a rien sans rien. C'est rapide, mais c'est pas toujours très fin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis dans la case tous pourris, les hommes politiques, les profs et les parents, si on s'arrête là, c'est un petit peu limité comme raisonnement. Il faudrait aller un peu plus loin et se dire, bah tiens, peut-être que chez les hommes politiques, il y a 2-3 idées par-ci par-là qu'on peut récupérer, qui auraient encore un peu de sens. Peut-être que chez les profs, il y a 2-3 compétences qu'on peut essayer d'aller chercher. Et même chez les parents, peut-être qu'il y a des choses qui sont intéressantes à partager, l'amour ou d'autres choses de ce genre-là. Alors c'est très rapide, c'est très efficace, mais c'est pas toujours très fin. Évidemment, face à des systèmes un peu complexes, arriver à faire rentrer la politique, par exemple, ou la géopolitique dans des cases, c'est compliqué. Ça rentre pas bien. Alors parfois, ils ne s'intéressent pas trop à la politique ou à la géopolitique ou à l'économie, parce que c'est tellement compliqué que ça rentre pas dans leur case. Évidemment, mettez-leur un truc comme ça dans la poche, et ça leur posera aucun problème. Alors là, sur des situations un peu intuitives de ce type-là, on dirait que c'est naturel pour eux. On dirait qu'ils ont appris, alors qu'ils n'ont pas plus appris que les autres. Par contre, ils ont un mode de fonctionnement qui est tellement proche de l'outil que c'est facile, naturel pour eux, que d'aborder comment ça fonctionne. C'est presque normal pour eux, pour éteindre un ordinateur, de cliquer sur « Démarrer ». Ce qui est quand même une aberration parmi d'autres. Alors évidemment, ils ne sont pas parfaits non plus, et ils ont besoin d'apprendre, parce que ça s'apprend, à étoffer, à élargir, à enrichir leur réflexion. Voilà, tourner cette fois leur langue dans leur bouche,
avant de prendre vite fait une décision un peu trop rapide. Ils ont tendance, voilà, à avoir besoin d'apprendre à mettre de la nuance, à nuancer un petit peu, à amener un peu de... Voilà, toutes les couleurs de gris avant le blanc ou le noir, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de fiabiliser, ils ont besoin voilà, de vérifier leurs informations, de croiser, parce que parfois, voilà, si un tel m'a dit ça, est-ce que c'est vrai? Si je l'ai lu sur Internet, est-ce que c'est vrai? Voilà, la fiabilisation de l'information, pour eux, c'est quelque chose de complexe, qui n'est pas naturel et qu'il va falloir apprendre. Parce que voilà, dès que ça rentre dans une case, c'est que c'est vrai, quoi. C'est pas si simple. Voilà. Et puis, ils ont besoin de prendre le temps, voilà, de faire et refaire, de réfléchir et de re-réfléchir, parce que quand ils prennent pas le temps, eh ben, ils arrivent à des conclusions assez rapides, ça c'est vrai, mais parfois qui manquent un peu de profondeur, de largesse et de tout ce qu'il faut. Donc vraiment, nos deux générations, là, je ne vais pas vous dire qu'il y en a une mieux que l'autre, parce que c'est pas vrai. Elles ont leurs qualités et leurs défauts toutes les deux, mais on comprend bien que ben, ça va être compliqué de se comprendre. Ça va être compliqué de se comprendre et je vais prendre plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est quand je demande à maman le mardi soir, il y a une sortie avec les copains et les copines samedi, est-ce que je peux y aller? Et là, maman qui fonctionne comme ça me dit, bah écoute, tu as un contrôle mercredi, ça dépend un peu comment tu le réussis, savoir si ça se passe bien, quoi. Puis en plus, il faudrait que j'en parle à ton père. Et puis après, on n'est pas encore sûr de notre programme de ce week-end, donc la question est simple. Hein. Est-ce que je peux sortir samedi soir? Il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 3 semaines pour répondre à une question aussi simple que ça. Et pourtant, ça leur prend du temps. Ça leur prend du temps d'analyser, d'avoir tous les éléments du problème pour pouvoir prendre une décision éclairée. Et ça les fait enrager. Ça les fait enrager parce que pour eux, c'est simple. Il y a une question, oui, non, voilà, si c'est non, t'es la pire des mamans et tu vas le savoir et je vais te le faire comprendre. Et puis si c'est oui, tant mieux. Mais c'est pour toute la... Enfin, tu vas pas changer d'avis après, quoi. On se comprend pas bien, toujours. Mais de la même manière, le professeur qui nous explique qu'il faut apprendre ses leçons et qu'une fois que j'ai appris mes leçons, alors je vais pouvoir faire mes exercices, ben moi, j'y arrive pas. J'arrive pas parce que essayer de faire rentrer une leçon d'arithmétique ou même encore pire, une leçon d'histoire dans des cases comme ça rentre pas. Enfin, c'est super compliqué, il faut tout couper en petits bouts, faut simplifier à mort, il en manque la moitié à la fin, enfin ça rentre pas bien. Alors ils apprennent plus leurs leçons. C'est embêtant. Et pourtant, ils ont traversé le collège sans franchement apprendre leurs leçons. On va pas se mentir. Pour un certain nombre d'entre eux, vous les reconnaissez. Vous les connaissez mieux que moi. Pendant tout le collège, ils n'ont pas franchement appris une leçon et ils ont eu des super résultats. L'éducation nationale n'est plus ce qu'elle était. C'était mieux avant. Ils foutaient rien, ils n'ont rien fait au collège et pourtant ils avaient des super notes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que franchement c'est la machine qui marche plus et on mesure n'importe quoi? Ou est-ce qu'il se passe autre chose? Eh bien, là où on avait besoin de la règle pour pouvoir se faire une expérience, et c'est pour ça qu'à l'époque, le maire, le curé, le prof avaient un aura, parce qu'ils étaient détenteurs de la règle, et on avait besoin de ça pour se faire nos expériences. Alors on ne faisait pas tout ce qu'ils disaient, hein, heureusement, mais c'était la règle d'abord, et l'expérience après. Et bien cette génération-là va avoir tendance à faire le contraire. L'expérience d'abord, et je fais passer à la moulinette de mes petites cases mon expérience, et de cette expérience, je vais tirer des règles. Parce qu'ils en ont besoin des règles, comme tout le monde. Mais à la faveur de leurs expériences. Et faites l'expérience. Donnez un téléphone qui n'est pas le sien à un enfant de 17 ans. Allons-y. Prenez 25, ça marche aussi. Donnez-lui un téléphone qui n'est pas le sien, qu'il ne connaît pas.
et demandez-lui, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait pour envoyer un texto à plusieurs personnes à la fois? Je mets ma main au feu qu'il va vous arracher le téléphone des mains, et il va vous dire oui, bien sûr. Il va commencer par vous arracher le téléphone des mains, parce qu'il a besoin de le faire pour pouvoir l'expliquer. Il a besoin de manipuler, de passer par la pratique, pour pouvoir ensuite vous expliquer comment ça marche. L'expérience d'abord. Et combien de fois est-ce qu'il vous a arraché des mains ce que vous vouliez lui demander, votre téléphone, pour vous montrer? Parce qu'il peut vous montrer, il a beaucoup de mal à vous expliquer d'abord. Et quand vous lui dites, mais ne me l'arrache pas des mains, explique-moi. En fait, il ne sait pas vous expliquer tant qu'il n'a pas expérimenté. Il a besoin de l'expérience d'abord pour vous tirer la règle ensuite. Et si vous le laissez faire dans ce sens-là, il s'en sort bien. Dans le cadre scolaire, ça veut dire qu'ils ont besoin d'abord de faire l'exercice et après, ils sont capables de comprendre et d'intégrer la règle. Et oui, bien sûr, on peut dire à ces élèves-là, fais tes exercices d'abord et après, tu connaîtras ton cours. Et c'est ce qui s'est passé au collège. Au collège, ils faisaient leurs exercices parce que s'ils ne les faisaient pas, ils se faisaient gronder par le prof. Donc ils faisaient leurs exercices. Ils n'apprenaient pas leurs leçons. D'abord. Mais après avoir fait ces exercices, on la connaît, sa leçon. Surtout quand elle n'est pas trop complexe. Donc après avoir pratiqué, d'ailleurs, regardez bien dans votre vraie vie à vous. Tout ce que vous connaissez vraiment par cœur. Vous connaissez par cœur le prénom de vos amis. Vous ne les avez jamais appris. Vous connaissez par cœur vos chansons préférées. Vous vous êtes jamais assis à votre table en vous disant « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre ma chanson préférée ». Pourtant, vous la connaissez à force de la pratiquer. Vous connaissez par cœur l'itinéraire pour aller chez vous. Jamais vous vous êtes dit « Tiens, aujourd'hui, je vais apprendre l'itinéraire pour rentrer à la maison parce que j'en ai marre de me perdre ». Ben non, pourtant, vous le connaissez par cœur. Tout ce que vous connaissez vraiment par cœur dans votre vraie vie, et rappelez-vous l'époque où on tapait des numéros de téléphone, vous les connaissiez par cœur. Parce que vous les tapiez souvent. L'expérience permet de mémoriser très facilement. Donc, l'exercice avant d'acquérir la règle, c'est pas un problème pour eux. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai découvert, moi. C'est en regardant des élèves jouer aux jeux vidéo. J'étais surveillant dans un collège, et je surveillais la salle informatique entre midi et 2, au moment où il y avait le club informatique. À l'époque, le club informatique, on mettait des ordinateurs à disposition des élèves pour qu'ils puissent venir jouer. Et donc il y avait un jeu à la mode à l'époque, c'était le fameux Warcraft. Donc un jeu très subtil, où il y a des petits bonhommes qui se tapent dessus, avec un plateau. Et donc j'ai observé pendant un an, quasiment, entre midi et 2, ces élèves jouer à ce jeu. D'abord tout seuls, puis après ils se sont mis en réseau, parce qu'on pouvait jouer en réseau jusqu'à 8 ou 10 joueurs. Et ils apprenaient comme ça par eux-mêmes, parce que évidemment il n'y avait pas de notice du jeu. Donc les élèves étaient un peu livrés à eux-mêmes devant cet ordinateur. Et j'étais très étonné de voir que en une ou deux séances, ils devenaient plus performants que moi. Et je me suis pris quelques raclées à ce jeu, ce fameux jeu, par des élèves de 8 ou 10 ans qui avaient une ou deux séances d'expérience et qui devenaient bien meilleurs que moi. Et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour apprendre un truc qu'on leur a jamais appris? Jamais personne ne leur a donné un cours de ce jeu-là, et ils deviennent plus performants que moi en très peu de temps. En creusant ça, et en allant chercher un petit peu dans les études en pédagogie, on se rend compte assez vite qu'en effet, l'expérience et les jeux vidéo sont un exemple de didactique extraordinaire. Un jeu vidéo, ça commence toujours pareil, c'est-à-dire on vous met une situation facile à résoudre et on vous la fait résoudre une fois, deux fois, trois fois. Puis à chaque fois, on vous fait repartir du début, donc vous recommencez la situation facile, puis on vous en met une un peu plus dure derrière. Puis ensuite, on recommence la facile au niveau suivant, puis un peu plus dur, puis un peu plus dur, puis jusqu'à la fin où on rencontre le grand méchant vilain, très pas beau, qui est très fort et qui si vous l'aviez rencontré dès le début, vous aurez complètement dégoûté du jeu.
Si on vous avait mis la situation difficile dès le départ du jeu, jamais vous seriez arrivé au bout. Voilà, il y a une stratégie d'entraînement qui permet comme ça d'arriver à la performance. Mais ce n'est pas une stratégie d'apprentissage. On ne commence pas par avoir 4 heures de cours sur comment on fait pour utiliser le truc, et après on l'utilise. Non, c'est d'abord on utilise, et à force d'utiliser, on acquiert des compétences et des connaissances. C'est vraiment cette génération-là qui a été construite comme ça. Et ça va être important de le prendre en compte. Donc, si je résume, notre génération X, c'est les plus vieux. Ils ont besoin de la règle d'abord, ils ont besoin du professeur qui explique, et après, ils peuvent passer à l'action. Et notre génération Y et Z, eux, ils ont besoin d'expérimenter d'abord, et après, ils peuvent formaliser leurs connaissances. Et ils en auront besoin de formaliser leurs connaissances. Hein. Parce que comme tout le monde, quand on connaît la règle, on va plus vite, on va plus... Enfin, voilà, il ne s'agit pas de ne pas connaître ces formules de maths. Par contre, je dis volontiers qu'il ne faut pas les apprendre. Alors comment on fait pour connaître un truc qu'on n'apprend pas? Enfin, ça, c'est qu'une question d'entraînement. Si on s'est entraîné suffisamment à pratiquer les formules de maths, je vous assure qu'on finit par les connaître. À condition de les pratiquer souvent. C'est tout l'enjeu. Ça veut dire très concrètement, et ça tombe bien parce que les programmes de l'éducation nationale ont pris cette réalité-là en compte. À savoir que tant que nous étions au collège, nous étions dans le monde du savoir. Et dans le monde du savoir, la meilleure stratégie, c'était la stratégie d'apprendre. Il suffisait de connaître sa leçon pour s'en sortir. Et globalement, un élève à peu près intelligent et un peu stimulé, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts au collège pour savoir ce qu'il y a à savoir. Et donc, il s'en sort globalement bien, sans forcément faire beaucoup d'efforts, parce qu'il sait ce qu'il y a à savoir, et qu'une fois qu'il a compris, en gros, la majorité du job est faite. Sauf qu'à partir de la 4e, ça commence à se gâter. Le jour où on leur dit qu'il ne faut pas seulement savoir, mais il faut aussi rédiger, argumenter, justifier, démontrer, analyser, calculer. Et tout ça, c'est pas du savoir, c'est du savoir-faire. Or, un savoir-faire, ça ne s'apprend pas. Vous pourrez apprendre par cœur tous les bouquins du monde sur la natation, vous ne saurez pas nager. Vous pouvez apprendre par cœur la notice de votre vélo, vous ne saurez pas faire du vélo. Vous pouvez même apprendre par cœur le petit bouquin de votre voiture, vous ne saurez pas conduire. Le savoir-faire, il n'y a qu'un seul moyen de l'acquérir, c'est de faire. Il faut forger pour devenir forgeron, il faut nager pour savoir nager, il faut chanter pour savoir chanter, il faut danser pour savoir danser, il faut rédiger pour savoir rédiger, il faut argumenter pour savoir argumenter, il faut parler pour savoir parler, il faut marcher pour savoir marcher, il faut faire pour savoir faire. Ça veut dire que la seule et l'unique stratégie qui va marcher dans le monde du savoir-faire, c'est la stratégie d'entraînement. C'est la stratégie où je fais pour apprendre. Et on comprend bien que dans le monde du savoir-faire, une stratégie où on va apprendre d'abord et faire ensuite, c'est une stratégie qui est moins efficace. Et à l'époque où la génération X était à l'école, l'école était beaucoup plus basée sur des savoirs. Et on passait son bac avec une somme de connaissances qui permettait derrière, avec le travail nécessaire, d'acquérir les compétences. Et les deux sont essentiels. Mais le système scolaire était très orienté vers des connaissances. Aujourd'hui, et j'allais dire heureusement étant donné le profil des jeunes qui nous sont confiés, notre système scolaire est posé sur des compétences. Et pour cause, les connaissances aujourd'hui, Google, il en a plus que moi. Et qu'aujourd'hui, quelqu'un dans l'entreprise ou dans le monde du travail qui a besoin d'être efficace, qui a besoin d'être épanoui, il a plus besoin de savoir chercher que de tout savoir. Et s'il prétend tout savoir, c'est que, un, c'est un menteur, et que deux, il est quand même très limité. Par contre, s'il sait chercher, alors là, banco.
C'est la porte ouverte à tout. Et c'est comme ça que nos ingénieurs aujourd'hui ont cette compétence internationalement reconnue d'être capables d'apprendre n'importe quoi. Et donc d'apprendre à manipuler, à appréhender un nouveau système, quel que soit le système et quelle que soit sa complexité. Nos ingénieurs aujourd'hui sont reconnus non pas par leur connaissance, mais par leurs compétences, leur capacité à apprendre, découvrir, analyser et maîtriser un système. Y compris l'imaginer, l'étendre et le construire s'il faut d'ailleurs. Donc c'est vraiment cet enjeu de la compétence, du savoir-faire qui se retrouve au lycée. Ça veut dire que la stratégie qui va avec, c'est la stratégie d'entraînement. Et que ce que je vais dire ce soir, et ça pourrait se limiter à une phrase, avec cette phrase-là, vous avez gagné votre soirée, vous pouvez rentrer chez vous. C'est qu'au lycée, et attention, on attend bien la fin de la phrase pour s'en aller, au lycée, ça ne sert à rien d'apprendre ses leçons. La phrase n'est pas finie. Au lycée, ça ne sert à rien d'apprendre ses leçons si je m'entraîne suffisamment. Je reprends. Au lycée, ça ne sert à rien d'apprendre ses leçons si je m'entraîne suffisamment. Parce que si je m'entraîne suffisamment, les connaissances, elles vont arriver. Elles vont être là. Parce que je les aurai pratiquées suffisamment. De la même manière que je connais ma chanson préférée, non pas parce que je l'ai apprise, mais parce que je l'ai pratiquée suffisamment. De la même manière que je connais le visage de mes proches, pas parce que je les ai appris par cœur, mais parce que je les ai pratiqués suffisamment. L'entraînement, c'est le cœur du travail d'un élève au lycée. Ça veut dire que le meilleur ami d'un élève au lycée, c'est notre ami le stylo. Et que je peux passer 4 heures dans ma chambre, assis devant mon bureau, à relire mon cours, je perds mon temps. C'est pas efficace, c'est de l'énergie perdue. De la même manière que je peux apprendre par cœur la règle du football de la Fédération internationale de football, c'est un pavé de 15-20 pages. Si vous voulez l'apprendre par cœur, allez-y, faites-vous plaisir, ça ne vous donnera pas la compétence de « je sais jouer au foot ». Je peux apprendre par cœur la notice de mon vélo, je ne saurais pas faire du vélo. Donc vraiment, d'abord je m'entraîne, et après j'aurai les compétences, les connaissances nécessaires. Alors là, il y en a qui se disent « oui, mais quand même, le vocabulaire en langue ». Ben oui. Regardez en français. Tous parmi vous, j'imagine que le matin, vous prenez un dictionnaire et vous apprenez les mots de vocabulaire de français qui vous permettent de vivre au quotidien. Et que vous avez fait ça un jour dans votre vie. Ah non, peut-être pas. Ben non, personne n'a jamais fait ça. Et pourtant, en français, vous avez tout le vocabulaire nécessaire, parce que vous le pratiquez souvent. Qui peut prétendre aujourd'hui, en 2022, vouloir apprendre l'anglais et ne parle jamais anglais? C'est bizarre. Si je voulais rendre service à mon enfant à la maison pour l'aider à maîtriser son vocabulaire, eh ben, une fois par semaine, on se ferait un dîner en anglais. Et on pratiquerait ensemble l'anglais, sans jugement, sans a priori, sans se moquer. Et en pratiquant l'anglais, on acquérerait des compétences nettement supérieures à tout ce qui peut se passer ailleurs. D'ailleurs, on l'a tous connu, ou vu, ou entendu. Il vaut mieux aller passer une semaine ou 15 jours en Angleterre en immersion que n'importe quoi d'autre. Il n'y a rien de mieux que l'immersion, que l'expérience, que l'entraînement qu'on va faire pendant 15 jours. On va entendre de l'anglais, parler de l'anglais, penser de l'anglais, lire de l'anglais, croiser des anglais, s'habiller comme un anglais, enfin tout. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour maîtriser la langue anglaise. Et ça marche pour toutes les autres langues. Et pas que pour les langues d'ailleurs. L'entraînement, c'est le cœur du travail d'un lycéen quand il veut réussir. Voilà. Après, il y a les lycéens qui n'ont pas envie de réussir. Ceux-là, ils vous feront croire qu'ils travaillent quand ils lisent leurs cours. Ils vous diront « T'inquiète maman, je gère ». Voilà. Et à la fin, la bonne question qu'un parent peut poser à son enfant pour l'aider,
C'est pas est-ce que tu as travaillé. On pourrait lui demander qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui, mais vous aurez souvent une réponse du genre bof, ou je sais pas grand-chose. Vous les connaissez, hein. Par contre, la bonne question qu'on peut poser à son enfant, c'est montre-moi ton entraînement. Si tu n'as rien à montrer, c'est louche. C'est qu'il va te manquer des trucs. C'est que tu n'as rien fait finalement. Par contre, si tu as des choses à montrer, alors là, on peut en parler. On peut peut-être même aller jusqu'au bout et se dire, bah tiens, est-ce que tu l'as montré à ton prof, l'entraînement, là? Ah bah oui, parce que un entraînement, on ne le garde pas pour soi. Vous imaginez si je vais m'entraîner au foot et que pendant l'entraînement du foot, l'entraîneur, il va au bar avec ses potes? Bah, il ne sert à rien. C'est plus un entraîneur. L'entraîneur, il est intéressant quand il est là au bord du stade, qui me regarde quand je m'entraîne et qui me donne des conseils. Combien de fois j'ai vu des élèves de lycée me dire « Ah, j'ai des grosses difficultés en maths ». Alors moi, naturellement, un petit peu naïf, je lui dis « Mais je comprends ton problème, t'as des grosses difficultés en maths. Et alors, combien de fois t'es allé voir ton prof de maths depuis le début de l'année pour lui poser des questions ?» Ah ah oui, l'entraînement, ça marche. Ça a cet avantage-là que je peux aller voir mon prof en lui disant, ben voilà, je me suis entraîné ce week-end. J'ai essayé de refaire l'exercice qu'on a fait la semaine dernière en classe. J'arrive pas au même résultat que vous, je vois pas où je me suis trompé. Est-ce que vous pouvez m'aider, me dire ce qui va pas ou me montrer comment je peux faire pour m'améliorer? Et ça changera tout. Ça changera tout à ma relation avec ce prof qui va plus se dire, bah tiens, lui il travaille pas, il est nul. Mais il va se dire, tiens, voilà quelqu'un qui a envie de réussir, qui a envie qu'on l'aide, qui travaille intelligemment en plus, donc je vais pouvoir lui donner des billes pour réussir. L'entraînement a toutes les vertus, ça me permet de progresser vraiment, et ça me permet d'avoir cette interaction avec les enseignants qui est essentielle. Alors, on parle en matière de mémorisation, là je vais un petit peu dans les neurosciences. La mémoire, vous savez ce que c'est, hein, c'est ce qui permet de stocker des informations dans le cerveau. Alors le cerveau, ça ne fonctionne pas du tout comme un réservoir. D'accord? On va aller un petit peu dans le détail du cerveau. Le cerveau, ça n'est pas un réservoir qu'on remplit. Et heureusement, j'allais dire, parce que ça poserait quelques petits problèmes. Le cerveau, c'est une forêt de neurones, d'accord, qui sont reliés entre eux par des synapses. Donc, vous voyez à peu près le dessin, là, hein. Les neurones, c'est les centres, et puis les synapses, c'est toutes les branches qui relient les neurones entre eux. Et donc, une pensée, un mot, une connaissance, ben, c'est un circuit, en fait, dans le cerveau. C'est-à-dire que si je veux penser à un chameau, par exemple, eh ben, je sais que c'est ce million-là de neurones qui va s'activer. Et que si je pense à un chat, ben, c'est plutôt le million de neurones de ce chemin-là, parmi lesquels il y en aura peut-être qui vont se croiser d'ailleurs, ça peut être les mêmes qui s'allument différemment, mais voilà, il y a un circuit électrique qui s'allume à chaque fois qu'il y a une pensée, en gros, je simplifie à l'extrême. On parle de la trace mnésique. Voilà. La trace, c'est ce chemin de neurones qui est parcouru par une pensée dans mon cerveau. Cette trace mnésique, si je devais donner une image, je dirais qu'elle est comme un chemin en montagne. C'est-à-dire qu'un chemin en montagne, si vous le pratiquez une fois par an, ben ça ne s'appelle pas un chemin, ça s'appelle un champ. Il y a de l'herbe partout, des ronces éventuellement, enfin, on est à travers montagne, quoi. Si je le pratique tous les jours, ce chemin, ben il va finir par se créer un sentier. Et là où j'ai marché tous les jours, ben l'herbe ne poussera plus, et moi je pourrais retrouver ma trace. Si je le pratique plusieurs fois par jour, parce qu'il y a plein de gens qui passent par là, ce sera plus un petit sentier, mais ce sera carrément un chemin qui va se creuser. Et sur cette zone-là, l'herbe ne poussera plus, et on verra la trace comme ça, qu'on retrouvera du coup beaucoup plus facilement. Plus on va pratiquer le chemin, plus il va s'élargir, s'approfondir, et plus il sera facile à retrouver. C'est exactement la même chose dans notre mémoire. Plus on va pratiquer quelque chose, et plus ça va être facile de retrouver les connaissances, la pensée, etc. C'est comme ça que l'entraînement va favoriser le fait de creuser le sillon
et de passer une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 1000 fois au même endroit. Et plus je le fais, et plus ça s'ancre profondément dans ma mémoire. D'où la nécessité de s'entraîner souvent. D'accord ? On ne s'entraîne pas une fois la veille d'un contrôle. Hein. Ce serait comme une équipe de foot qui s'entraîne une fois la veille d'un match. Bah, ils seront moins bons que ceux qui se sont entraînés toutes les semaines, évidemment. Donc, l'entraînement, c'est ce qui permet de creuser la trace mnésique, de la renforcer, et physiologiquement à l'intérieur du cerveau, si un jour parmi vous, il y en a qui deviennent des neuropsychologues, des neurochirurgiens, je veux dire, on voit que les dendrites, là, et les synapses, qui sont les liaisons à l'intérieur, entre les deux, se renforcent, s'élargissent, deviennent plus fortes, plus costauds, plus larges. Physiologiquement, voilà, on a un réseau nerveux qui est plus épais, plus costaud. Voilà. La deuxième manière de renforcer la trace mnésique, c'est la motivation. Et là, je ne peux que vous engager à travailler aux côtés du professeur principal et de tous les partenaires sur l'orientation. Il n'y a rien de pire pour démotiver un élève que de le laisser dans le marasme de Parcoursup se dire « mais je ne sais pas ce que je vais faire après ». Et donc je ne sais pas pourquoi je travaille aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, si vous me proposez de faire un travail harassant, de prendre une pelle et de creuser un trou, et que vous ne m'expliquez pas pourquoi il faut prendre une pelle et creuser un trou, je vous assure que je ne vais pas être super motivé, surtout ce soir où il fait chaud. Je ne vais pas être super motivé pour aller creuser un trou là, en pleine chaleur si vous ne m'expliquez pas l'impérativité de le faire maintenant ici avec vous. Si je sais pourquoi je le fais, si je sais qu'il y a un trésor juste là à 50 cm avec des millions de lingots, là tout de suite ma motivation va être beaucoup plus forte. Et je vais être beaucoup plus capable de creuser, beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. Voilà. La motivation, c'est essentiel, et pour ça, c'est le projet. Le projet, ça se travaille. Et on ne reste pas tout seul devant un projet. On a des partenaires autour de nous. On a le professeur principal, on a la documentaliste au CDI. On a toute une équipe au lycée qui est formée et capable de vous aider. On a aussi des familles qui sont capables d'y réfléchir. On a des salons qui sont faits pour ça. Mais ça vaut vraiment le coup de faire ce travail d'exploration le plus tôt possible. Non pas pour choisir une destination. Il ne s'agit pas aujourd'hui, en seconde, de se dire « je vais choisir le métier que je vais faire plus tard et ce sera comme ça ». Surtout pas. D'abord parce que la moitié des métiers qui vont faire plus tard n'existent pas encore. Vous ne pouvez pas les choisir aujourd'hui. Et ensuite, parce que ce serait quand même compliqué à 15 ou 16 ans de choisir pour toute la vie un métier qu'on ne connaît pas encore. Donc, ne choisissons pas un métier aujourd'hui, par contre, choisissons une direction, une orientation. Et je vais choisir un cap, et je vais partir vers ce cap-là, et la vie me fera rencontrer quelqu'un, la vie me fera découvrir un métier que je n'imaginais pas, la vie me fera faire une rencontre, un stage ou quelque chose qui m'ouvrira vers mon métier de demain. Et j'ai pas choisi en seconde mon métier, par contre, en seconde, je savais que j'avais envie de travailler dans l'humain, que je voulais travailler sur des choses un peu techniques, et voilà, et la vie m'a amené à devenir prof un jour, parce que c'était de l'humain, et à faire prof de techno, parce que c'était du technique. Et voilà. Mais si en seconde, vous m'aviez dit qu'un jour je serais prof, d'abord j'aurais bien rigolé, et puis je vous aurais pas cru. Et si un jour on m'avait dit que je serais directeur d'un lycée, alors là j'aurais rigolé encore beaucoup plus fort. Mais par contre, si vous m'aviez dit en seconde, tu travailleras un jour avec des jeunes, et de préférence... tu travailleras sur de l'humain, alors là je vous aurais cru et je vous aurais dit oui, et je suis prêt à mettre des efforts aujourd'hui pour y arriver. Voilà. Et je suis prêt aujourd'hui à mouiller la chemise pour le faire demain, ce truc-là. Donc l'orientation, c'est ça, c'est pas choisir un métier aujourd'hui, c'est choisir une voie, une orientation, c'est de se dire voilà, ce qui me fait vibrer, et vous êtes capable en début du lycée de dire ce qui vous fait vibrer. Il y en a, on sent bien qu'ils sont capables de se transcender dès qu'il y a les petits cousins qui viennent à la maison, et que s'occuper des enfants, c'est un truc qui les fait vibrer. Et quand on les voit regarder s'occuper du petit frère, de la petite sœur, ou
ou quand on les voit expliquer à leurs camarades, eh ben, on sent bien que voilà, la relation, c'est quelque chose qui pourrait être important. Et à l'inverse, on voit bien qu'il y en a qui, dans toute la technique, dès qu'il s'agit de démonter un truc, dès qu'il s'agit de... Ben, c'est leur truc, quoi, et ça les enthousiasme. Et puis il y en a, il faut que ça bouge, et puis il y en a, ils ont plus besoin que ce soit posé, et chacun va retrouver ses orientations. Mais c'est un vrai enjeu que de travailler sur l'orientation, et le plus tôt, c'est le mieux. Parce que plus tôt je vais travailler sur l'orientation, et plus tôt je vais avoir un renforcement des traces mnésiques qui sera beaucoup plus appuyé. Je vous assure que mon petit chemin de montagne, si vous m'expliquez juste avant de l'emprunter que c'est le chemin qui mène au paradis, et qu'il faut donc que demain je sois capable de le retrouver si je veux atteindre le paradis, je vous assure que l'adresse de cette jolie fille que j'ai connue il y a 25 ans, avant qu'elle devienne mon épouse, mais je ne l'ai pas oubliée. Et pourtant, on me l'avait dite qu'une fois. Mais celle-là, je ne l'ai pas oubliée, elle s'est ancrée très profondément et de manière très pérenne dans mon cerveau. Alors qu'il y a plein de choses qu'on peut me dire qui passent et que je n'ancre pas forcément. L'adresse de cette jeune fille, je ne l'ai jamais oubliée, je m'en souviens encore d'ailleurs 25 ans plus tard. Et 6 enfants plus tard. La motivation, ça nous fait faire tout et même le meilleur. Donc, on travaille sur la motivation, sur l'orientation. On adopte une stratégie de l'entraînement. Alors, vous me direz, l'entraînement, comment on fait? C'est intéressant parce que c'est bien beau de vouloir s'entraîner. Alors, je vous l'ai dit tout ça, c'est pour ça que je vais aller vite. L'entraînement, on est d'accord, hein, c'est chacun son rythme. On ne s'entraîne pas tous de la même manière, c'est normal, on n'est pas fait pareil. Donc c'est important de respecter ça. Chacun son parcours. Il y en a, ils ont besoin de s'entraîner d'abord sur les exercices les plus faciles, et puis petit à petit, ils vont aller chercher les plus durs. Il y en a, les exercices les plus faciles, ça les barbe un peu parce qu'ils n'en sont pas là. Et du coup, ils vont directement aller chercher l'exercice le plus dur. Donc tac, c'est pas un problème, tant qu'ils s'entraînent. Attention, on fera juste attention de ne pas rester à s'entraîner que sur les exercices les plus faciles, parce que on va manquer de compétences, et puis de tenir dans la durée sur les exercices les plus difficiles. Évidemment, on aura choisi ses objectifs, hein, on sait ce qu'on vise. C'est pour ça maintenant, aujourd'hui, que les enseignants, en début de séquence, donnent les objectifs de la séquence. Ce sont les compétences qu'on va chercher à acquérir dans le cadre de cette séquence-là. Les compétences et les connaissances, puisqu'il peut y avoir les deux, évidemment. Et tout ça, ça permet de l'autonomie. Donc l'enjeu, c'est de s'entraîner, et aussi de ne pas oublier de s'entraîner. Alors comment on fait pour s'entraîner très concrètement? J'y viens, si j'arrive à trouver le bon bouton. Voilà. Alors, une stratégie d'entraînement de lycéen, elle est très simple. D'abord, alors imaginons, je m'entraîne à faire un paragraphe argumenté en histoire, par exemple. D'abord et avant tout, je vais produire. Je vais écrire mon paragraphe argumenté. D'abord. Et là, je vois d'ici tous ces élèves qui sont devant la page blanche et qui disent « je sais pas ». Et tant qu'ils en sont à la page blanche et à dire « je sais pas », ils n'avancent pas. Donc on va leur dire, on va leur imposer, on va les pousser, on va les aider à produire d'abord. Écris. Écris ce que tu sais pas, écris tout ce que tu sais sur la leçon, écris ce que tu sais pas. Produis quelque chose. Ensuite, on va faire un travail circulaire d'enrichissement. Parce qu'on a remarqué que cette génération-là, ils sont très très forts, et c'est pas vous qui allez me dire le contraire, ils sont très très forts pour critiquer. Ils sont très très forts pour voir les défauts d'un système. Ils sont très très forts pour voir vos défauts d'ailleurs. Ce qui leur donne aussi d'ailleurs la compétence, même s'ils l'exploitent parfois un peu moins, pour voir leurs propres défauts. Et les défauts de leur travail. Et ils sont capables, très simplement, de nous amener à nous les enseignants un travail, de dire voilà, j'ai fait mon travail, le voilà. Et qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est pas terrible parce que j'ai pas mis toutes les connaissances dedans. Ben, pourquoi tu l'as pas fait? Puisque tu sais ce qui manque. Et en fait, c'est parce qu'ils ont besoin de le faire pour être capables ensuite de l'analyser. Et tant qu'il n'est pas fait, ils ne sont pas capables de dire ce qui va manquer. Par contre, une fois qu'ils l'ont fait, ils sont capables de dire « Ah ben, ce que j'ai fait là, à la lumière des critères que nous a donné le professeur
ben, ça a tel et tel défaut. Et donc on va pouvoir faire ce travail d'enrichissement et de pouvoir, a posteriori, une fois qu'on a produit quelque chose, l'enrichir. À une condition. Parce que vous avez tous fait cette expérience-là, qu'il vous apporte son brouillon, avec son paragraphe là, et que vous, en tant que parent expérimenté, vous lui faites tout un tas de critiques hyper constructives, super positives pour l'aider à progresser, et que là, vous voyez les bras qui tombent, l'œil qui baisse, la motivation qui s'écroule, parce que, non mais j'ai déjà tout écrit, tu veux que je recommence? Il y a un truc qui va pas là, je vais pas recommencer, je viens de le faire le paragraphe. Oh non, je préfère le rendre comme ça. Non mais il est pas terrible ton paragraphe. Oh non mais c'est pas grave, ça, non. Bah oui, ce travail d'enrichissement, s'il faut tout recommencer, c'est mort. Ils vont pas le faire. Et on va pas leur en vouloir parce que vous non plus, vous le referiez pas. C'est là que, par exemple, un outil numérique, c'est génial. Parce que quand j'ai écrit mon mail le lundi, que je l'ai mis dans mes brouillons, que le mardi à la machine à café, j'en parlais avec ma collègue, que finalement, ah oui, c'est vrai ce qu'elle a dit, hop, donc je vais modifier mon mail, puis je le remets dans mes brouillons. Le mercredi, j'ai mon collègue de l'autre centre qui vient là et qui me pointe un truc et je me dis, ah oui, c'est vrai, il a raison, hop, j'améliore mon mail et je le remets dans les brouillons. Et le vendredi, finalement, quand j'appuie sur envoyer, mon mail, il est de bien meilleure qualité que ce qu'il était le lundi. J'ai pris ce temps-là pour l'enrichir. Avec un outil numérique, c'est super simple. On va pouvoir rajouter un paragraphe, en enlever un, changer un mot. Avec notre feuille et notre papier, comme il nous impose de travailler au lycée les vieux dinosaures, ça passe beaucoup moins bien. Hein. Sauf si j'ai été un tout petit peu futé. Et les lycéens les plus futés, quand ils font une feuille de brouillon, eh ben, ils passent des lignes. Et peut-être pas une d'ailleurs, parfois ils passent 2 lignes à chaque fois. Pourquoi faire? Parce que comme ça, ils vont éviter d'avoir un brouillon qui ressemble à un propre. Et ils vont pouvoir leur brouillon le relire, le redigérer, le dire « Ah oui, à la relecture, je me rends compte que j'ai dit 2 fois la même chose, donc je vais barrer mon paragraphe. J'ai pas besoin de tout recopier, je vais juste écrire entre les lignes, puisque j'ai laissé de la place entre mes lignes. Donc je vais pouvoir enrichir mon document sans tout recopier. Et à la fin, mon brouillon, il sera beaucoup plus riche que quand je l'ai écrit au début. Et du coup, j'ai un brouillon enrichi qui va pouvoir être recopié au propre. Et je sais pourquoi j'ai fait un brouillon et un propre. Parce que le problème de la majorité des élèves de lycée quand ils arrivent au lycée, c'est qu'ils font un brouillon tout serré, tout tassé, sans passer des lignes, parce qu'il faut faire des économies de papier, vous comprenez. Avec la planète en ce moment, c'est précieux. Écoutez, allez dire ça aux producteurs de pain des Landes, qui sont contents de vendre du bois s'il faut pour faire du papier. C'est du bois raisonné. Alors, on fait pas ils font des super économies de papier, ils font des brouillons tout petits comme ça, et une fois que le brouillon est fait, il est tellement tassé qu'on ne peut plus y toucher, donc surtout on n'y touche plus, et on recopie le brouillon sur le propre ensuite. Autant vous dire que écrire 2 fois la même chose, c'est d'un intérêt limité, qu'ils s'en aperçoivent assez vite, et qu'assez vite ils se disent, tiens, l'étape du brouillon, elle sert à rien, je vais l'arrêter, et je vais passer directement sur le propre. Et on a 3 élèves sur 4 le jour du brevet des collèges qui ne font pas de brouillon. Bah oui. Et je ne vous parle pas du jour du bac, parce que j'espère que ça va changer. Mais à quoi ça sert de faire un brouillon si le brouillon est le même que le propre? S'il ne se passe rien entre mon brouillon et mon propre? Si je n'ai pas fait ce travail d'enrichissement de mon brouillon, qui permettra que mon brouillon à la fin, il soit beaucoup plus riche que ce que le propre était au début. Et une fois que j'ai fait ce travail d'enrichissement, et les critères, ils les connaissent. Les profs les bassinent avec ça. Est-ce que tu as pensé à la concordance des temps? Oui, j'ai pensé à la... Ah ben non, là, c'est pas la même. Ah ben là, je modifie, je barre, je corrige. Est-ce que tu as pensé à une seule idée par paragraphe? Ah non, dans ce paragraphe-là, j'ai 2 idées. Ah, ben non, attends, je vais enlever celle-là, je la barre, hop, je la remets en bas, je mets un astérix, je rajoute même mon petit bout de phrase. C'est réglé. Est-ce que tu as pensé à vérifier tes calculs?
Ah oui, j'ai vérifié. Ah ben là, il y a un calcul qui est faux. Hop, je le corrige. Et je fais ce travail d'enrichissement. Et au moment où je vais passer sur mon propre, eh ben, j'aurai plus du tout la même qualité de travail. J'aurai un travail qui sera très nettement upgradé. Contrairement à dans beaucoup de domaines, le premier jet, c'est rarement le meilleur. C'est parce qu'on l'a enrichi moult fois, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et donc on a enrichi, et plus on a de temps, et plus on peut enrichir. On a plus de 50% des élèves qui ont passé le brevet qui avaient fini au bout de la moitié du temps. Ils ont 2 heures d'épreuve, au bout d'1 heure, il y en a plus de la moitié qui ont fini. Et au bout d'1 heure et demie, c'est 80% qui ont fini. Ça veut dire quoi? Que l'épreuve est trop facile? Ben non, parce qu'ils n'ont pas tous eu 20 sur 20. Mais ça veut dire qu'ils ont perdu leur temps. Et qu'ils auraient pu passer le temps qui leur restait à enrichir leur travail, de manière à ce que leurs résultats soient de meilleure qualité. C'est ça qu'on appelle, et là je parle pour les plus jeunes, c'est ça qu'on appelle approfondir son travail. Quand j'étais élève, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Les profs, ils me disaient d'approfondir sur des feuilles qui font quelques millimètres d'épaisseur, même pas 1 millimètre d'épaisseur. Approfondir dans une épaisseur si fine, c'est pas facile du tout. En fait, c'est ça que ça veut dire approfondir. Approfondir, ça veut dire remâcher son travail pour lui donner de la qualité. Voilà. C'est ce qu'il fallait apprendre tout à l'heure, rappelez-vous, sur le profil séquentiel, il fallait apprendre à étoffer son travail. Voilà. Les profs tous pourris, les parents tous pourris, les politiques tous pourris, certes, mais pas que. On peut repasser la moulinette et dire, bah tiens, les parents, je les aime bien quand même, les profs, il y a peut-être des trucs à en tirer, et les politiques aussi. Pas tout, mais un petit bout de chaque au moins. On repasse comme ça à la moulinette, autant de fois qu'il faut. Et de ça, on en tire la règle à la fin, on en tire des enseignements, d'accord? Parce que nos erreurs, nos améliorations, ben, c'est autant d'améliorations que petit à petit on va intégrer. Et la fois d'après, eh ben, il y a un certain nombre de choses, on n'aura plus besoin de les remettre, de les contrôler après, parce qu'ils seront intégrés. Mais d'abord, il faut les pratiquer souvent pour pouvoir les intégrer. L'intégration ne vient qu'avec du temps. Donc rappelons-nous que pour les profils séquentiels, pour nos générations, et on parle des années 75-78, en gros, pour le début de la génération Y, et avant, voilà. Après c'est des grandes lignes, hein. Évidemment, il y a des profils qui sont très différents, et encore aujourd'hui, on a des élèves qui fonctionnent en analytique, mais ils sont plus rares. Pour cela, en tout cas, l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement et l'entraînement. Et un entraînement intelligent, où je passe des lignes quand je fais mon brouillon, et où je l'enrichis autant de fois qu'il faut jusqu'à avoir un meilleur résultat. Et si j'ai plus de temps, eh ben, j'aurai plus de temps pour enrichir mon travail. Et ça s'apprend, et ça, c'est une question d'entraînement, puisque c'est un savoir-faire. Évidemment, un des avantages de l'entraînement, par rapport aux stratégies précédentes où on apprenait avant d'agir, c'est que la confiance en soi, c'est une des conséquences de l'entraînement. Ce qui permet à certains d'être capables de faire une danse, une chorégraphie, un sketch ou n'importe quoi sur une scène devant un public, c'est pas que naturellement ils aient aucune appréhension à se produire devant un public. D'ailleurs, en général, ils ont le trac. C'est bien le signe qu'ils ont une petite appréhension. Mais c'est parce qu'à l'entraînement, ils ont pratiqué et que le prof ou le chorégraphe leur a dit « c'est super, vous êtes bien là, on est bien comme ça », qu'on a construit la confiance en soi dont on avait besoin. C'est clairement, le manque de confiance en soi au lycée, c'est clairement un manque d'entraînement. Et si je me suis entraîné suffisamment et qu'à chaque fois j'ai montré mon entraînement à mon prof et que le prof il m'a validé mon entraînement en disant « ok, c'est bon, t'es dans le coup là », dans ce cas-là, j'ai aucun problème de confiance en moi. Le problème de confiance en soi, il vient quand j'arrive à une épreuve et que je ne sais pas si je suis au point.
J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait plein d'efforts, mais je ne sais pas si je suis au point, parce que je n'ai pas fait le travail de montrer à mon prof à l'entraînement ce qu'il en pensait, de manière à ce qu'il puisse me dire « Ok, tout va bien, t'es dans le coup ». Ou qu'il puisse me dire « Attention, là, ça ne va pas, il faut améliorer ci et améliorer ça ». La confiance, c'est la conséquence de l'entraînement. C'est un des avantages de l'entraînement par rapport à toutes les autres stratégies. Je récapitule, parce que je vais m'arrêter là avant que vous soyez complètement cuits. Une fois qu'on a compris la seule phrase qui était intéressante, c'est-à-dire « ça ne sert à rien d'apprendre ces leçons à partir du moment où je m'entraîne suffisamment », une fois qu'on a compris qu'il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner, on a tout compris au lycée. Alors, vous me direz qu'est-ce qu'on va faire lors de la deuxième soirée méthodologie le 11 octobre, pardon. Et bien, on verra plus concrètement comment on fait pour s'entraîner, parce que là, je suis resté dans les très grandes lignes. On verra voilà, une stratégie d'entraînement dans le concret de la vie d'un lycéen. Comment est-ce que je peux mettre en place une stratégie d'entraînement efficace et pérenne. Voilà. Après, j'attire votre attention sur le travail sur la confiance en soi. C'est un élément incontournable de la réussite. C'est le frein numéro 1 de nos élèves. Voilà, parmi les choses qui les empêchent le mieux de réussir, c'est la mauvaise compréhension de ce que c'est que la confiance en soi. Il y en a qui pensent que la confiance en soi, c'est un truc qui est inné. Alors, il y a ceux qui l'ont, et pour cela, c'est chouette, la vie est belle, parce qu'ils se font élire délégués, parce qu'ils lèvent la main en classe, ils posent des questions, ils sont à l'aise dans leur corps, et, enfin tout ça, quoi. Et puis il y a ceux qui l'ont pas, ceux-là, c'est pas de bol pour eux, parce que ceux-là, ils ont une boule dans le ventre, ceux-là, ils ont peur de prendre la parole en public, ceux-là, ils ont peur d'être eux-mêmes, et c'est compliqué pour eux. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que les neurosciences ont complètement démonté ce principe. On sait qu'aujourd'hui, la confiance en soi, ça s'apprend. D'ailleurs, en seconde, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un module de confiance en soi qui est proposé dans le cadre des accompagnements personnalisés. C'est un module qui se fait en 8 heures, où on va essayer d'explorer justement cette confiance en soi, voir comment on peut s'en servir, comment on peut la construire. Et cette soirée du 21, c'est un résumé en très bref des 8 heures de cours qui sont donnés aux élèves de seconde dans le cadre des AP. Voilà. Une soirée le 20 octobre pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. J'ai l'habitude de dire que dans une classe, il y a rarement beaucoup plus que 35 élèves à besoins éducatifs particuliers. On est tous un petit peu particuliers à notre manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des stratégies et il y a des solutions pour chacun. On essayera pendant cette soirée d'explorer un petit peu quelles solutions et quelles stratégies on peut mettre en œuvre pour répondre aux besoins de chacun. Je rappelle que la loi de 2005 sur l'inclusion, sur l'école inclusive, oblige l'éducation nationale et les établissements sous contrat que nous sommes à permettre à tous les élèves de réussir, qu'ils soient dyslexiques, dysphasiques, dispersés, disparus, motivés, autre chose, ou même précoces ou intellectuellement ou autrement. Voilà, et puis le 23 janvier, ça c'est une petite nouveauté, on fera un petit cours de cerveau pour apprendre à se servir de cet outil-là, parce que, mine de rien, quand on a compris comment ça marche, c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Il nous reste